Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la citoyenneté. Vous êtes l'une des ministres les plus politiques de ce gouvernement à moins de 2 mois des élections. Vous êtes toujours d'ailleurs sans candidat officiel. On va y revenir. On va parler aussi des critiques contre Valérie Pécresse qui dit aujourd'hui que c'est plutôt du sexisme que de la politique. Mais d'abord, l'actualité sanitaire. Qu'est-ce que vous dites aux 4,5 millions de Français qui, au moment où on se parle, sont en train de perdre leur passe vaccinal? C'est des gens qui sont déjà doublement vaccinés, mais qui n'auraient pas fait leur 3e dose de rappel dans le délai de 4 mois, qui est donc le délai désormais officiel. Pas de passe à partir d'aujourd'hui, alors que le passe vaccinal, il tombe dans 3 semaines ou dans 1 mois. Est-ce que c'est logique ? D'abord, on est en train de s'adapter en permanence, comme depuis le début de cette pandémie, eu égard d'abord aux informations scientifiques dont on peut disposer, et puis eu égard aux décisions qui sont prises. Donc oui, c'est ce qu'on appelle des effets de seuil. Il y a toujours un moment, quand il y a une date butoir, arriver à cette date butoir, effectivement, ça passe. Mais je veux vous dire que le pass, ça reste un moyen, c'est pas une fin en soi. L'idée, c'est qu'on soit tous vaccinés et qu'on puisse toutes et tous être immunisés face à ce virus. Et c'est ça qui est important. L'idée, c'est pas de se dire il faut vous vacciner pour avoir votre pass, c'est de se dire que quand on a tous ces rappels, eh bien, on peut être mieux immunisé ou en tout cas mieux protégé face aux formes graves de virus. Mais vous comprenez que ça paraisse quand même un petit peu contradictoire. C'est-à-dire qu'on a le pass vaccinal qui est durci à partir d'aujourd'hui et on a les discothèques qui rouvrent demain. Oui, alors il n'est pas durci, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises. Le ministre de l'Éducation nationale s'est aussi exprimé sur l'école. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé sur la fin du pass vaccinal. Moi, c'est ça que j'ai envie de retenir, si vous voulez, c'est que peu à peu, on va aller vers plus de masques en extérieur, vers une possibilité de revenir un petit peu à une vie d'avant le virus qui nous manque beaucoup. Les discothèques rouvrent effectivement. Je crois que pour tous ces jeunes, je pense notamment par exemple à ceux qui bientôt passent le bac, qui auront connu toute leur vie de lycéen sous la pandémie. Comme ils passent leur bac, c'est le moment d'aller en discothèque, c'est ça que vous leur dites ? Non, ce que je dis, c'est que c'est difficile, en fait, je pense, pour cette génération qui a passé... Je dis pas que nous, on n'a pas besoin de faire la fête, mais je suis maman d'une adolescente et je trouve que c'est difficile pour cette génération qui n'aura pas connu de grandes fêtes, de grands temps forts, de voyages scolaires. Et donc, c'est bien, c'est positif pour eux qu'ils puissent faire la fête de nouveau, y compris pour fêter leur bac, pour ceux qui l'auront, je l'espère. Avant de revenir à la politique, je voudrais d'ailleurs m'arrêter un instant, puisque les discothèques rouvrent. C'est aussi le moment où vous lancez une campagne de sensibilisation contre le GHB. Le GHB, c'est cette drogue, qui est la drogue des violeurs qu'on met à leur insu dans le verre des autres pour pouvoir mieux profiter d'eux en quelque sorte et voire même aller jusqu'à les violer. Vous lancez cette campagne corps à corps, pas sans mon accord, balance ton bar, touche pas à mon drink, et vous demandez même des prélèvements toxicaux chez toutes les victimes éventuelles de viol pour détecter des traces de GHB. Ça va se manifester comment cette campagne ? Alors, il y a 2 campagnes parallèles. Il y en a une qui est lancée par la mairie de Paris, d'une part, avec une campagne de communication que je salue. Et d'autre part, il y a un plan anti-GHB qui est là lancé par le ministère de l'Intérieur avec l'UMIH, qui est l'union des métiers. Alors, je vais vous le dire, c'est l'union des métiers de l'hôtellerie et notamment la branche nuit, c'est-à-dire les patrons de bars de nuit, de discothèques, etc. Je serai tout à l'heure dans un bar de nuit à Paris avec eux et avec les forces de l'ordre pour lancer ce plan. Nous demandons par exemple à la fois le déclenchement systématique du protocole viol pour toutes les personnes qui pensent avoir été agressées sous GHB, des prélèvements toxicologiques dès que les personnes viennent à l'hôpital. Pourquoi ? Parce que le GHB, c'est un produit terrible qui vous anesthésie, mais qui aussi a des facultés qui vous perdre la mémoire. Et donc, vous avez des gens qui ne se souviennent plus exactement, ça fait un peu des effets proches de la gueule de bois, et des gens qui ne savent pas parfois qu'ils ont été drogués. Le GHB, c'est inodore, incolore, ça se dissout dans votre verre, et ça a des conséquences extrêmement graves. Donc, nous mettons ça en place. Et il y a aussi un partenariat justement avec les métiers de la restauration de Ils bar s'en emparent de au nuit. fond de cette question-là. Exactement. Eux-mêmes. Ils sont venus nous voir pour qu'on puisse développer dans tous les départements des formations. Parce que la brigade des stupes ou les forces de l'ordre ont un savoir-faire pour repérer par exemple le comportement de quelqu'un qui vient de droguer une personne. Et donc avec eux, il y aura ces formations, un guide et des affiches avec un QR code dans les toilettes. Pourquoi dans les toilettes ? Parce que c'est le moment où on est isolé dans les bars ou dans les discothèques. Et parfois, on retrouve d'ailleurs des personnes inconscientes à ce moment-là. Donc, il y aura des affiches avec, par exemple, écrit « Tu penses que ton ami a été drogué, voilà la plateforme ». Et il y a un QR code à flasher, y compris pour les amis de personnes qui ont été droguées au GHB à leur insu, qui leur permet d'alerter la police et la gendarmerie pour venir au secours de ces personnes. Ça prend effet aujourd'hui ?
À partir de demain, à partir de la réouverture des bars de nuit et des discothèques. Réouverture des bars de nuit, des discothèques. Vous disiez que les jeunes n'avaient pas forcément pu faire la fête. Est-ce que les jeunes vont aller voter? C'est un des grands enjeux. Finalement, l'ouverture de l'inscription sur les listes électorales, c'est encore jusqu'au 4 mars. Vous avez vu cette campagne des jeunes avec Macron? Il y a eu d'abord les affiches J'ai envie de vous, les jeunes avec Tilder. Est-ce que ça vous paraît le ton juste? Bon, moi, je pense qu'on ne peut pas à la fois reprocher aux jeunes de ne pas s'intéresser à la politique et quand ils s'y intéressent, leur reprocher de le faire. Moi, j'ai ouvert une plateforme qui s'appelle élection.intérieur.gouv.fr. Ça fait beaucoup de plateformes. Hein. Et oui, j'essaie d'être en lien. Il y a encore un QR code? J'essaie d'être en lien avec les Français. Alors, il n'y a pas de QR code, mais pourquoi pas, puisque c'est quelque chose qui est un code pratique pour les jeunes. Et je vais vous dire, cette plateforme, elle rencontre un grand succès. En 3 semaines, nous avons eu 600 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales, dont 400 000 par l'intermédiaire de cette plateforme que j'ai lancée. Donc je redonne l'URL, c'est élection.intérieur.gouv.fr. Vous avez toutes les informations sur les élections et vous pouvez très rapidement, en quelques minutes, également vous inscrire sur les listes électorales. Jusqu'au 4 mars, on est bien d'accord. On a jusqu'au 4 mars pour s'inscrire pour les présidentielles et encore un peu plus pour les législatives. Le tout sans candidat? Alors il y a plusieurs candidats. De votre côté, il n'y a pas de candidat? J'espère qu'il arrive. Mais quand? Écoutez, ça c'est une décision très personnelle. Vous savez que les candidats ont jusqu'à début mars pour se déclarer, donc d'ici début mars. Et après, voilà, c'est une décision personnelle. L'élection présidentielle au suffrage universel direct, c'est vraiment, on appelle ça la rencontre entre une personne et le peuple français. Donc c'est quelque chose d'intime. C'est pas moi, Marlène Schiappa, qui vais décider de la date de déclaration de candidature du président de la République. Emmanuel Macron? S'il est candidat, oui, il fera campagne, bien sûr. Le plus court possible, donc la campagne. C'est pas une question de le plus court possible, mais vous avez vu qu'il y a eu encore des nouveautés des nouveautés, c'est pas le terme, mais encore des événements autour de la crise ukrainienne très récemment. Il était avec Vladimir Poutine, il a ses responsabilités de chef d'État pour une durée d'un quinquennat, avec différentes crises simultanées à gérer. Et d'ailleurs, j'observe qu'on le crédite en général d'avoir bien géré, notamment d'un point de vue économique, la période de crise, d'avoir protégé les Français. Donc il est au travail, en responsabilité à sa tâche. Mais ça veut dire que si la crise ukrainienne dure, et de fait elle est très aiguë, Jean-Yves Le Drian a confirmé hier soir l'inquiétude, une guerre qui pourrait être imminente, est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron va reporter d'autant jusqu'à la dernière minute le fait de se présenter? Bon, là, on est mi-février, on a jusqu'à début mars pour se présenter, ça nous laisse un laps de temps de 15 jours, donc il est permis, sans dévoiler quoi que ce soit, de se dire que dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, nous pourrions avoir une déclaration de candidature. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de priver les Français d'une campagne? Je crois pas. Je pense que la campagne, elle est très dynamique, elle est très active. Moi, je regarde beaucoup les meetings qui sont rediffusés sur votre antenne de différents candidats d'ailleurs. Il y a des propositions qui sont faites. Donc, il y a une campagne. Voilà. Après, si vous voulez me faire dire que la campagne sera plus intéressante quand Emmanuel Macron sera candidat, c'est fort probable. Parce qu'il y a presque quelque chose de la reconduction tacite. L'expression n'est pas de moi, et d'ailleurs, vous voyez que je bute dessus. Je l'ai lu ce matin dans le Figaro. Je trouvais ça vraiment intéressant, cette idée qu'au fond, Emmanuel Macron, il est en train un peu de jouer à une sorte de reconduction tacite, comme quand vous prenez un abonnement et que tout seul, ça se remet en place, sans vraiment jouer le jeu de la campagne. Oh, je vois pas les choses comme ça. Vous savez, j'ai eu le privilège de faire partie des marcheurs de la première heure, comme on dit. Je fais campagne en 2016-2017 auprès d'Emmanuel Macron. Je sais que c'est une personne au-delà du président de la République. Ce sera un candidat qui nous surprendra, qui saura créer l'événement et surtout porter un véritable projet et une vision pour le pays. Et je trouve que ça manque un petit peu dans la campagne de candidats qui ont une vraie vision pour le pays. Vous avez dit que vous regardiez les meetings. Vous avez regardé celui de Valérie Pécresse dimanche. Absolument. Comment vous l'avez trouvé? Moi, si vous voulez, j'ai trouvé qu'il y a 2 parties, la forme et le fond. Et sur la forme, vous me permettrez pour une fois de prendre un petit peu la défense de Valérie Pécresse. J'ai trouvé que les commentaires étaient très durs. Et je trouve que sur la forme, on en attend toujours beaucoup plus des femmes en politique que des hommes. Et j'ai trouvé qu'en général, quand il s'agit de femmes politiques, que ce soit Valérie Pécresse, mais Anne Hidalgo ou d'autres, on concentre les commentaires et les analyses sur des questions de forme, de voix, d'attitude, etc. et beaucoup moins sur le fond. Moi, je suis un petit peu gênée par ça parce que sur le fond, j'ai beaucoup de désaccords avec Valérie Pécresse et j'aimerais qu'on puisse en débattre. Et je trouvais effectivement que certains commentaires étaient un peu sexistes dans la mesure où c'est ce double standard. On en attend toujours plus de la part des femmes. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme Valérie Pécresse l'a dit sur BFM TV hier soir, il y a un phénomène médiatique machiste qui se met en place dans cette campagne?
Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que, en fait, c'est ce double standard. C'est-à-dire, il y a une présomption, et beaucoup de sociologues l'ont analysé avec brio, il y a une présomption de compétence pour les hommes et une présomption d'incompétence pour les femmes. Sur un plateau de télévision, quand vous voyez arriver un homme avec un costume et une cravate, et de surcroît, s'il a un certain âge, vous dites, c'est sûrement un expert de quelque chose. Et si vous voyez arriver une femme, et si de surcroît, elle a des bijoux, du maquillage, les cheveux longs, des signes de féminité, le réflexe, c'est de se dire que elle n'a pas sa place ici et qu'elle n'est probablement pas experte. C'est ce qu'on appelle la présomption d'incompétence pour les femmes. Et ça, c'est vrai pour toutes les femmes dans la vie politique. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir des critiques politiques, malgré tout? Vous allez en avoir, j'imagine, sur le fond. Mais quand Valérie Pécresse dit on a des candidats hommes qui sont les favoris des médias, c'est aussi pour elle une critique des médias. Non, moi, je dirais pas ça. Je n'ai pas de critique particulière à faire vis-à-vis des médias pendant cette campagne. Tous les meetings sont rediffusés. D'ailleurs, celui de Valérie Pécresse l'a été en intégralité et un peu plus encore. Tous ses soutiens ont eu la parole, qui sont des hommes, ont tous eu la parole, d'ailleurs, sur les émissions. Donc, moi, je ne dirais pas ça. Ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention aux critiques qu'on fait et se demander si on ferait la même critique pour un homme. Et ce que je dis, c'est que la forme, le vêtement, la vie personnelle, etc., est toujours beaucoup plus critiquée chez les femmes que chez les hommes. D'ailleurs, on lui reproche d'avoir fait des blagues pas drôles, etc. Pardon, mais le nombre d'hommes politiques qui font des blagues absolument pas drôles à longueur de journée est quand même assez large et on leur en fait pas le reproche. Vous disiez à l'instant, ces soutiens qui sont la plupart des hommes. Vous avez regardé un peu à quoi ressemblait l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron? Oui. C'est BFM TV qui le révèle ce matin en donnant la plupart des visages. Il n'y a pas une femme. Alors moi, je n'ai pas vu ce que disait BFM TV, j'ai vu une infographie du Monde qui ne m'a pas semblé tout à fait exacte et qui a tendance, vous me pardonnerez de le dire, mais à s'attarder sur des personnalités hommes justement. Et ça, on l'a déjà vécu en 2016 et c'est un magazine Vanity Fair qui avait décidé de réunir toutes les femmes qui avaient un rôle de premier plan dans la campagne. Nous n'avions jamais accès aux médias à l'époque. Mais il y a quand même aussi une histoire de nombre. Important, J'ai regardé la même infographie que vous, alors peut-être que vous pouvez dire que les femmes ont été mises sur le côté, mais il y a surtout pour 10 hommes, 2 femmes. Non, mais il y en a surtout qui n'ont pas été mises. C'est-à-dire qu'un homme qui discute de temps en temps avec le président, il est promulgué conseiller du président, alors qu'une femme qui a un rôle important en coulisses, enfin, vous me passerez le fait que je suis quand même assez présente dans les médias pour défendre le président de la République, que je travaille en tant que ministre et que je fais des notes. Eh bien, est-ce que je serai retenue dans l'infographie? C'est une question, il n'y a pas que moi. Mais est-ce que vous serez retenue dans l'équipe? Mais c'est pas... Vous savez, l'équipe, elle est vaste et ça n'est pas quelque chose de cristallisé. Mais je veux citer Amélie de Montchalin, je veux citer Agnès Pannier-Runacher, Sarah El Haïry, Nathalie Elimas, Elisabeth Borne, Florence Parly. Il y a pléthore de femmes et toutes les autres, bien sûr. Il y a pléthore de femmes actives dans ce gouvernement et qui seront actives dans la campagne. Vous disiez que sur le fond, vous n'étiez pas d'accord avec Valérie Pécresse. Oui. Est-ce que l'usage de l'expression, même si elle a dit que c'était précisément pour dire que ça ne l'intéressait pas, mais l'expression de grand remplacement vous a choqué? Ça m'a choquée. Ce qui me choque, c'est qu'il y a des moments où on ne savait pas, et je mets la forme de côté, il y a des moments où on ne savait pas vraiment si c'était Valérie Pécresse ou Marine Le Pen qui parlait. Grand remplacement, oui, mais moi, ce qui m'a vraiment choquée, c'est l'expression « français de papier ». Français de papier, vous savez que c'est une expression des années 30, assez maurassienne, et qui vise à dire que les Français qui sont naturalisés ne seraient pas des vrais Français. Ça renvoie à la détestable expression de Français de souche. Moi, quand j'entends Français de papier, alors que j'ai un arrière-grand-père italien qui est arrivé en France pour travailler et qui a eu sa nationalité française par ce biais, j'ai mal au cœur. Vous savez, tout à l'heure, je serai à l'Opéra de Paris parce que je vais présider une cérémonie de naturalisation. J'ai proposé au président de la République qu'on puisse naturaliser les travailleurs Covid étrangers qui ont été médecins, nounous, pharmaciens, agents de sécurité, livreurs et qui, pendant qu'il y avait le confinement et beaucoup de gens chez eux et c'était normal, eh bien, eux, ils tenaient le pays à bout de bras. Ils ont fait un pas vers la République et donc c'est normal que la République fasse un pas vers eux. Ils sont plus de 17 000 à avoir été naturalisés. Ils sont français, comme vous, comme moi, comme Valérie Pécresse, ni plus ni moins. Ils ne sont pas français de papier, ils sont français, point. Il y a un point sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est la question de la loi sport. Elle revient cette semaine au Sénat, puis à l'Assemblée la semaine prochaine. Des hijabeuses, alors c'est-à-dire des joueuses de foot voilées, ont manifesté devant le Sénat et saisissent même le Conseil d'État. Et je comprends pas, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre le voile dans le sport ? Moi, je suis contre les signes religieux et le prosélytisme dans les compétitions sportives. Et c'est la position du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement l'a exprimé, le Premier ministre également. D'ailleurs, je tiens à rappeler que nous avons toujours soutenu, notre position n'a pas varié, nous avons toujours soutenu la FFF, qui a eu le courage de prendre des dispositions. Fédération française de foot. Exactement, merci. Et c'est elle qui est attaquée aujourd'hui en justice par les hijabeuses. Et pourquoi vous n'en faites pas une loi alors ? C'est-à-dire, en fait, quand on voit que la majorité du gouvernement et le gouvernement ne soutiennent pas l'amendement qui interdit le voile dans le sport, pourquoi vous n'avez pas jusqu'à
jusque-là? Alors là, il y a un petit peu de manipulation de la part du parti Les Républicains et de l'équipe de campagne justement de Valérie Pécresse, parce qu'en première lecture, des débats ont eu lieu. Les députés étaient présents. Monsieur Ciotti n'était même pas présent d'ailleurs sur cette loi sport. Ça a fait un petit peu de bruit parce qu'il n'y avait que quelques dizaines de députés. Éric Ciotti n'était pas là. Et le sujet d'ailleurs, comme Éric Ciotti, était absent des débats en première lecture. Mais là... Pourquoi il était absent? Parce que ça ne relève pas de la loi. Vous savez très bien qu'il y a des choses qui relèvent du règlement. Et là, le règlement de la FFF, se suffit. Et c'est pourquoi ce débat n'avait pas été porté. Ça, c'est la FFF. Mais qu'est-ce que vous dites au handball, au judo, qui du coup, chaque fédération se retrouve toute seule face à cette ambiguïté? Elle n'est pas toute seule, puisque nous, ce que nous avons créé, c'est un contrat d'engagement républicain qui a été créé dans la loi dite séparatisme pour conforter les principes de la République. Ce contrat d'engagement républicain, nous le passons avec toutes les associations, et y compris les associations sportives et les fédérations. Et il dit notamment qu'on doit respecter les valeurs de la République et notamment ne pas faire de prosélytisme sur les terrains. Le prosélytisme n'a pas sa place dans le sport, nous sommes très clairs là-dessus. Éric Ciotti était à votre fauteuil justement hier, voilà ce qu'il dit. Oui, Marianne n'est pas voilée. Eh bien, M. Macron, lui, laisse voiler les fillettes, laisse prospérer le burkini dans les piscines. Il y a un soutien au communautarisme. À tout le moins, un soutien, c'est pas juste un non-combat, c'est un soutien. Madame Moreno soutient le communautarisme islamiste puisqu'elle soutient les hijabeuses qui sont dans une provocation. On voit bien qu'on teste la République. Elisabeth Moreno, qui est donc votre ministre de l'égalité femmes-hommes, poste que vous avez occupé avant elle. Alors, elle a rectifié ses propos. Il y a eu un propos un peu maladroit, comme ça peut arriver à chacun d'entre nous sur un plateau de télévision. Le jour même, elle a rectifié en disant que sa position était aussi celle du gouvernement et qu'elle ne soutenait pas l'action en justice des hijabeuses. Je suis un peu surprise que vous disiez que c'est juste une maladresse d'Elisabeth Moreno, parce que moi, j'ai reçu la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, la semaine dernière sur RMC, et elle tenait exactement les mêmes propos qu'Elisabeth Moreno, donc ça ne peut pas être deux maladresses. Voilà ce que me disait Roxana Maracineanu. Elle me disait, au fond, je la sentais même assez agacée par le sujet, elle disait que c'était un non-sujet à ses yeux. La neutralité n'existe pas dans le sport. Voilà ce qu'a affirmé la ministre des Sports à mon micro. Elle ne voyait donc aucun problème au port du voile. Elle dit même, de toute façon, le voile, la plupart du temps, ne se voit pas puisqu'il est caché par des casques. Elle m'a dit, parler du voile en natation alors qu'on a un bonnet ou du voile au ski alors qu'on a un casque, c'est un non-sujet. Mais sur la natation, elle a raison, me semble-t-il. Mais moi, vous me dites ce que dit Éric Ciotti, ce que dit Roxana Maracineanu, moi, je vous dis ce que dit Marlène Schiappa. Et je suis ministre chargée de la laïcité. Donc, en réalité, la position que je vous donne, c'est la position du gouvernement, qui a été d'ailleurs corroborée par le porte-parole du gouvernement, par le Premier ministre Jean Castex. Et moi, je renvoie chacun au discours des Mureaux du président de la République, dans lequel il est très clair. Contrairement à Éric Ciotti, notre ennemi, c'est l'islamisme radical. Ce n'est pas l'islam. Il y a des millions de musulmans qui vivent dans le plus profond respect des lois de la République et il faut les respecter et ne pas mener un combat contre eux comme le fait trop souvent Éric Ciotti. En revanche, nous luttons contre l'islamisme radical pied à pied et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, nous soutenons la FFF, nous ne soutenons pas l'action intentée en justice par les hijabeuses. Le prosélytisme n'a pas sa place dans le sport et je rappelle que le hijab, ce n'est pas un vêtement anodin. Il faudra peut-être que vous passiez un petit coup de fil à la ministre des Sports parce qu'elle est pas... C'est fait. Et il y a des femmes dans le monde qui sont menacées de mort parce qu'elles refusent de porter le voile. Je veux avoir une pensée pour Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne qui a été emprisonnée parce qu'elle a défendu des femmes qui voulaient sortir cheveux au vent dans la rue. On parlait encore d'Afghanistan ce matin. Il y a des femmes qui fuient l'Afghanistan parce qu'elles risquent la lapidation si elles refusent de porter le voile. La France est un grand pays qui a un rôle dans le monde et je pense fondamental en tant que ministre de la laïcité et en tant que féministe que nous défendions cette position. Vous disiez c'est fait, vous avez parlé donc avec Roxana Maracineanu. Mais on se parle bien sûr dans le gouvernement et Jean-Michel Blanquer, qui est le ministre de l'Éducation et des Sports, s'est exprimé sur France Inter ce week-end sur ce sujet et c'est lui qui est en charge du sujet à cet égard et qui a donné la position du gouvernement. C'est donc sa position à lui et pas celle de Roxana Maracineanu qu'il faut se référer. Du Premier ministre. Vous parliez à l'instant de la question de l'Afghanistan, il y a aussi la question de la Syrie. Je voudrais quand même qu'on revienne d'un mot sur la situation dramatique de ces 200 enfants français qui sont donc en ce moment même prisonniers dans les camps en Syrie. Ces enfants, ils sont citoyens français, ils sont évidemment les enfants de personnes qui sont parties là-bas faire la guerre. Boris Cyrulnik, qui a écrit avec Emmanuel Macron le plan Petite Enfance, s'adresse justement au président et il exhorte Emmanuel Macron à rapatrier ses enfants. Il dit c'est pour eux, pour les sauver, mais c'est aussi pour nous ici sur le territoire français. Il dit si on les laisse là-bas dans les conditions d'enfer, alors ils aimeront moins la France et seront, je le cite, faciles à récupérer pour des idéologies extrêmes. On risque d'en faire des bombes.
C'est un sujet extraordinairement difficile. J'ai beaucoup échangé avec des organisations, notamment des familles. Encore ce week-end, il y avait un reportage sur la Syrie, je crois que c'est sur Arte, je ne suis pas sûre, qui montrait notamment un petit enfant les pieds dans la boue qui disait « Je veux retourner à Paris chez mon papy, j'ai une chambre qui m'attend, je veux aller au parc, etc. » Ça brise le cœur, évidemment, de voir ça. Donc il y a évidemment cette question d'humanité et cette question que soulève Boris Cyrulnik. Après, c'est vrai qu'il y a une question aussi pratique et une question de conséquences. J'ai échangé avec ces familles, j'ai aussi échangé avec notamment des familles d'accueil qui ont accueilli des enfants qui venaient de Syrie et qui, eux, n'avaient plus de famille et qui m'ont raconté des choses terribles qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, en ayant été dans les camps en Syrie et en étant partis parfois avec les parents pour faire le djihad, ils ont assisté à des décapitations, ils ont assisté ou été pris à partie à des choses horribles. Mais est-ce qu'on les laisse là-bas ou est-ce qu'on les ramène ? Il y a un travail très fort. Mais c'est un sujet qui relève du garde des Sceaux, qui est extrêmement grave. Je vous ai donné. Mais comme vous êtes ministre de la Citoyenneté et que c'est vrai qu'ils ont un passeport français. Absolument, mais c'est ce que je vous dis. Et bien sûr, ça brise le cœur de penser à ces enfants. Mais il y a aussi une question de sécurité en France qui doit être prise en compte. Je ne parle pas des petits enfants, des bébés, des enfants de 5-6 ans, mais je parle aussi des adolescents qui ont peut-être 16-17 ans et qui ont vécu le djihad avec leurs parents. Il y a aussi cette question à prendre en compte. Et je sais que c'est extraordinairement difficile et particulièrement pour les familles. Merci. Hélas, pas de bonne solution. Merci Marlène Schiappa d'avoir répondu à mes questions ce matin. Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la citoyenneté. 8h53, mardi 15 février, 54 jours avant le premier tour.